Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous et bienvenue à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient pour un nouveau Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors il y a un an, nous devions le recevoir sur notre plateau, mais notre invité avait été l'une des premières victimes du confinement qui nous avait contraints à suspendre nos émissions pendant plusieurs semaines. Un an après, nous sommes toujours confinés, mais avec cette fois l'autorisation d'enregistrer à huis clos et donc de l'accueillir enfin dans notre émission. Double vainqueur de la solitaire du Figaro, il a aussi remporté la Route du Rhum 2018 en classe 40. Aujourd'hui, à la barre du monocoque Racing for the Planet pour la fondation Mirpuri, il va s'aligner dans The Ocean Race Europe, une course en équipage qui partira de Lorient fin mai. Johan Richaume est avec nous. Bonjour Johan. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Merci d'être enfin là du coup. Oui, avec un peu de retard. Voilà, Johan, eh bien justement, oui, la situation sanitaire est toujours compliquée. En tout cas, toi, tu as passé l'hiver derrière l'ordinateur à suivre le Vendée Globe, on en reparlera. Mais on imagine que ton impatience de naviguer était grande. Oui, l'impatience est grande parce qu'effectivement, le confinement premier du nom a coupé les élans de notre projet Ocean Race. Qui a tourné court et la course a été rapidement décalée. Elle est reportée d'un an. Hein, ouais. Après ça, donc ça a changé tout le programme assez rapidement et du coup, je me suis retrouvé à effectivement suivre la plupart des courses derrière mon ordinateur. Et donc, ça fait quasiment un an et demi que j'ai peu navigué, en tout cas. Et alors, il y a quand même une échéance qui approche. Là, c'est The Ocean Race Europe qui va partir de Lorient. Ce sera à la fin du mois de mai. Tu seras au départ de cette course à la barre d'un VO65 du nom Racing for the Planet. C'est un monotype. Cette course, alors, elle est nouvelle au calendrier. Nous, en tant que journalistes, on reconnaît qu'on a un peu de mal à glaner des informations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette épreuve et nous expliquer déjà quel est le concept de la course ? Alors je te rassure, il n'y a pas que les journalistes qui ont du mal à glaner les informations. C'est compliqué d'organiser une course, je crois, surtout dans ce contexte, qui change de pays dans ce contexte. Donc voilà, donc effectivement la course se court avec deux catégories, les IMOCA et les VO65, comme pour l'Ocean Race qui devrait avoir lieu dans un an et demi. On part de Lorient aux alentours du 30 mai, escale à Cascais, escale à Valence ou Alicante, je ne sais plus trop, en Espagne parce que ça change tous les jours, et arrivée finale à Gênes en Italie. Donc un assez beau parcours et avec de très beaux bateaux au départ. Alors tu le disais, c'est une course en équipage en VO65. Vous êtes combien à bord et quelles sont les contraintes imposées par les règles de course ? Alors les contraintes à bord, je crois que c'est assez faible. Ça doit être 6 à bord, je crois, et dont 2 femmes au minimum. Alors nous, on a choisi d'être 10 à bord et 11 même avec le Mediaman. On sera 7 Volvo 65 à prendre le départ. Et voilà, c'est après toutes les restrictions. Alors avant, on avait plus de règles parce qu'on préparait l'Ocean Race avec des règles de 3 équipiers de moins de 26 ans, 3 équipiers de moins de 30 ans à l'arrivée de la course. Donc là, c'est plus là, souple. C'est plus souple. Ouais. Alors, dans ton équipage, Johan, il y a des marins expérimentés comme Nicolas Nulven à la navigation, comme Jack Boutel, qui est un routier de la Volvo, qui était de l'aventure Groupama avec Franck Camas. Dongfeng. Hein ? Dongfeng. Ah oui, mais aussi avec Dongfeng. Ouais. Et ensuite, tu as aussi Altadil, donc qui lui était sur Mapfre. Donc c'est un noyau dur, très très solide. Oui, exactement, c'est le noyau dur. Je suis accompagné depuis le début par Jack Boutel, puisque le projet à l'origine est soutenu, managé par Charles Caudrelier et Bruno Dubois. Donc pour moi, c'est une énorme chance d'avoir Jack à mes côtés, parce qu'il a une expérience énorme. Et l'avantage, c'est qu'il connaît aussi le milieu français, donc il est capable de savoir d'où je viens, comment je fonctionne, et il m'aide à m'adapter à ce milieu-là. Et je peux vous dire que c'est pas faible, s'adapter, c'est vraiment un changement. Les bateaux sont complètement différents, les façons de fonctionner sont différentes. Voilà, j'essaye d'y apporter notre touche française. C'est pour ça que j'ai mon ami Nico Lulu avec moi, avec qui
on a Qui a déjà été sur la bonne- Volvo oui. aussi pour des piges. Qui a la ouais, Volvo, Ocean donc Race. c'est pas un désavantage. Et puis, alors, ce que je voulais, c'est que le navigateur vienne un peu de la même école que moi, qu'on ne soit Ouais, pas à du se Figaro réexpliquer aussi. les façons de faire à bord. Donc, voilà, ça se passe super bien avec lui. On gère donc la stratégie, le fonctionnement du bateau à deux, et Jack gère un peu plus l'équipage. Et effectivement, avec, comme tu l'as dit, Willy Altadil, Ouais, qui deux était sur Mapfre, Volvo qui Ocean était Race barreur, Mapfre, régleur. encore moins de 30 ans, donc un Oui. jeune qui a déjà beaucoup d'expérience. Et les autres ont aussi beaucoup Oui, d'expérience. mais comment tu as choisi, quels ont été tes critères de sélection? Puis est-ce il fallait 2 femmes? Voilà, il faut au minimum 2 femmes dans l'équipage. Alors, mes critères de sélection, il faut savoir qu'en fait, moi, j'avais commencé ma sélection avant que l'Ocean Race Oui, ne pour soit le- Oui, Ouais. décalé c'était pour The Ocean et qu'on Race. ait l'Ocean Race Europe, du coup, qui soit plus souple en règle. Du coup, j'avais déjà recruté une partie de mon équipage. En tout cas, je les avais déjà testés. Et forcément, j'avais un peu noué des affinités. J'avais vu le niveau de chacun et tout ça. Donc, voilà, j'ai été partagé dans la construction de cet équipage entre faire un équipage totalement aux règles de l'Ocean Race pour avoir une continuité au cas où ça continue après et ramener de l'expérience, quoi. Alors après, avec les histoires de confinement, de problèmes de calendrier, de voyages internationaux, Il et a tout ça, fallu jongler. recruter de l'expérience, ça a été très compliqué. On y a passé l'hiver et on n'a pas forcément réussi. Donc je suis très satisfait de l'équipage qu'on a. C'est un équipage jeune. Mais je pense que voilà, eux, ils savent faire marcher le bateau et on va dire que Nico et moi, on va faire la nave, quoi. Oui, alors tu le disais au départ, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir tester, sélectionner tes équipiers pour l'Ocean Race, donc cette course en équipage qui est reportée. Après avoir passé près de 6 mois sans naviguer, vous avez quand même repris l'entraînement en mars à Cascais. Est-ce que c'était pas trop laborieux, la remise en route? Comment ça s'est passé? Non, ça n'a pas été trop laborieux. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir, enfin dès le début, et Charles me l'a confirmé, parce qu'en fait on a réussi à naviguer 2 fois 5 jours l'année dernière lors de petits événements locaux au Portugal. Et Charles Caudrelier est venu nous voir et m'a dit que ça tournait déjà quand même vraiment bien. Et c'était l'avantage, c'est que étant le premier projet sur le marché à recruter, on a pu recruter tous les moins de 30 ans qui avaient déjà de l'expérience de la Volvo Ocean Race. Donc c'était quand même T'as beaucoup pu plus faire tes facile. courses C'est des gens en premier. Ouais, j'ai j'ai envie fait de mes dire. courses en premier. Donc, c'était quand même des gens qui connaissaient bien le fonctionnement du bateau, plus Jack qui venait avec toute l'expérience Dongfeng. Donc, voilà, ça s'est mis en place relativement rapidement, ou en tout cas pour mon niveau, ça s'est mis rapidement. C'est plus eux qui me tirent en avant pour hausser le niveau de jeu en permanence, parce que voilà, ils sont habitués à ce fonctionnement-là, à 10, qui est pas rien. C'est des bateaux assez spéciaux, très lourds, avec beaucoup de charges. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité. On est très peu protégé sur le pont et tout ça. Donc ça change pas mal la donne pour moi en gestion. Donc c'est un exercice très intéressant. Et on sent quand même que tu sens bien ton équipage. Là, quels sont les points qu'il va falloir quand même travailler? Il reste 6 semaines, on va dire, là, avant le départ de cette course. Quels sont les points sur lesquels vous allez mettre l'accent là, dans les semaines qui viennent? Alors, le premier accent, c'est de trouver un accès au Portugal. Là, parce Oui, que voilà. pour l'instant, parce que- C'est très compliqué. on ouais. a fait 15 jours d'entraînement en mars et là, il y a une quarantaine de Exact. 14 jours pour y aller. On espère que ça change. Là, c'est aujourd'hui que ça se décide globalement. Voilà, selon comment ça se passe. Vous n'avez pas encore la certitude de pouvoir. Non, vous soit entraîner, on là. fera venir le bateau ici un peu plus tôt et puis on s'entraînera à partir de la France qui est un petit peu plus souple en ce moment. Voilà, bon, ça on verra. Voilà, l'accent, c'est organiser tout ce qui est quart au large, parce qu'on n'a jamais fait en fait beaucoup de jours au large. Bon, même si l'Ocean Race Europe, ça va être 3 jours, 4 jours les étapes, il faut qu'on règle un petit peu tout ça. Et on a rentré dans l'inventaire de la monotypie une nouvelle voile, un SPI. Donc il faut quand même Faut tester. l'intégrer, Ouais. le tester. Et ça fait quand même 450 mètres carrés à affaler. À manier, même oui. si on est 10 à bord, ça demande un tout petit peu d'organisation. Une belle alchimie. Et à remettre dans le sac encore plus. Donc ouais. c'est sympa. C'est sympa. Ça fait un jeu qui n'est pas trop fermé parce que au moins c'est pas juste une copie de ce qu'il y avait l'année dernière. Il y a des petits changements dans le jeu comme ça et ça me permet aussi d'avoir un peu de fraîcheur à l'entraînement et pas de juste répéter les manœuvres qu'ils connaissent déjà par cœur. Voilà. Mais justement, pour toi, Johan, qui a fait tes preuves en solitaire, 2 victoires sur la solitaire du Figaro à ton palmarès, c'est vraiment un nouveau challenge de manager. Oui, c'est surtout le management, le challenge. Alors c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment monté le projet autour de moi qui gère vraiment l'équipage. Donc chacun a son rôle et moi je supervise un petit peu tout ça. C'est un exercice qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse aussi pour la suite parce que tous nos projets, que ce soit en IMOCA, en Ultime ou
un peu moins en classe 40 ou en Figaro, mais on est amené à gérer des groupes de 7, 8, 10 personnes. Donc voilà, l'exercice est vraiment sympathique. Et est-ce qu'il faut faire fonctionner des gens un petit peu de cultures différentes aussi au plan nautique et non seulement au niveau de nationalité? Oui, parce que nous, dans l'équipage, on a des Portugais, des Français, des Anglais et un Espagnol, donc Willy. Du coup, la langue, c'est l'anglais Ça parle les 4 à bord. Donc l'officiel, c'est l'anglais quand même, parce que c'est la seule qu'on gère tous. Mais il y a des fois où ça part un peu dans tous les sens et il y a 4 langues. Mais du coup, c'est vachement sympa. Il y a beaucoup d'échanges. Et puis, c'est à l'anglo-saxonne, hein, donc il y a beaucoup de respect du skipper, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, beaucoup de briefings, débriefings. Voilà, on passe pas mal de temps ensemble à s'organiser dans les moindres détails, parce que c'est vrai que c'est des organisations lourdes. On évite une vingtaine de personnes à tourner autour donc du projet. C'est vraiment une autre histoire pour toi. Moi, je suis là un peu pour mettre de l'huile dans les roulements, en réalité. Alors tu le disais, hein, cette course de l'Europe est ouverte à la fois aux IMOCA et aux VO65. On parlait aussi de la difficulté à glaner des infos. Vous étiez la première équipe inscrite en VO65. Est-ce que tu as plus d'infos, toi, sur les concurrents qui vont s'aligner dans cette catégorie ? Oui, alors il y a quand même quelques bons bateaux. Il y a Baobekin, qui était le skipper de Brunel, qui a dû terminer deuxième ou troisième, je ne sais plus, la dernière fois. Qui navigue pour les Polonais. Alors ça, il y a eu un peu un mercato dernièrement. Donc voilà, lui, avec les Polonais, il a ramené un très bon équipage. Il y a du coup son ancien bateau, Brunel, qui s'appelle Childhood maintenant, qui vient avec un équipage plus jeune que je ne connais pas. Un bateau lituanien avec un équipage un petit peu plus amateur. Un bateau autrichien aussi avec un petit peu plus amateur. Et le dernier, c'est Akzo Nobel. Ah non, pardon, il en reste 2. Akzo Nobel avec Chris Nicholson, qui est quand même un excellent skipper australien avec beaucoup d'expérience. Donc lui, il sera clairement dans le coup. Et un équipage mexicain qui est en train de traverser l'Atlantique pour venir nous rejoindre. Donc il y a quand même un plateau. Oui. Alors en IMOCA, il y a aussi plusieurs équipages confirmés qui sont au départ. Thomas Ruyant qui sera là avec Linked Out, Corum de Nicolas Troussel qui avait été contraint à l'abandon sur le Vendée Globe et qui lui est épaulé notamment par Seb Joss, Marie Rioux, et puis Louis Burton à la barre d'un nouveau 60 pieds, en l'occurrence l'ex-Occitane d'Armel Tripon, et puis Charles Enright avec Pascal Bidégory, et puis la plus lorientaise des Suissesses, Justine Métro, qui fait aussi son apparition sur ce circuit. Donc c'est aussi, il y a aussi d'autres bateaux à ta connaissance? Je crois qu'il y en a un dernier, oui. Je crois qu'il y a un bateau allemand qui vient, un IMOCA non-foiler. Ouais, mais ça fera un beau plateau. Du coup, ils vont être au moins 4 foilers, si j'ai bien compris. Oui, avec des bateaux performants. Voilà. Bon, il faut savoir que de toute façon, dans les ports où on va, à un moment, il n'y a plus de place pour mettre des bateaux comme ça qui font 13 mètres ou je ne sais pas combien de large. Donc, à un moment, je pense que les organisateurs sont aussi contents de ne pas en avoir 12. Voilà, c'est sûr qu'on aurait aimé en voir un petit peu plus. C'est sûr qu'après, j'imagine que les circonstances sont compliquées pour eux. Sortie de chantier, retour Vendée Globe, voilà, des budgets peut-être un petit peu limités. Mais bon, déjà 4-5, ça fera une belle démonstration. Il y aura peut-être de la place. Ce qui sera sympa, c'est de voir la différence de vitesse. Alors c'est sûr que nous, on manœuvre plus vite, on est plus adapté à certaines conditions de gros temps, je pense. Mais alors bon, voilà, on connaît le potentiel des IMOCA à foil au travers aujourd'hui. Donc ça va être sympa de regarder tout ça. Ça va être intéressant. Et justement, selon toi, alors les épreuves phares en IMOCA se jouent en solo ou en double. Quel est l'intérêt pour ces IMOCA d'aller participer à cette course en équipage ? Je pense qu'en fait, le fait de pouvoir confronter plusieurs bateaux et d'être au réglage, enfin d'avoir assez de monde pour être au réglage en permanence, ça permet d'en apprendre quand même un paquet assez rapidement. Donc, si les conditions le permettent, c'est-à-dire si on ne se retrouve pas à faire de la régate dans 5 nœuds tout autour de l'Europe, mais qu'il y a vraiment des bords où ils peuvent tester leur vitesse les uns contre les autres, ils en apprendront quand même un bon paquet et je pense que ça sera assez utile pour eux. Oui. Oui, on peut penser, c'est vrai, que les bateaux vont être menés au maximum de leur potentiel. Alors après, c'est The Ocean Race Europe, tu l'as annoncé dans une newsletter que tu as récemment lancée. Il n'y a aucune certitude pour toi de continuer sur le projet The Ocean Race, le Tour du monde ? Oui, le monde a changé depuis le début d'année dernière. Du coup, voilà, c'est difficile pour notre propriétaire de s'engager un petit peu plus loin. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça veut juste dire que la décision est reportée et que pour l'instant,
je suis obligé de travailler mes plans B ou plan A, je ne sais plus ce que Alors ça les devient. plans B, ça veut dire que tu es focalisé à nouveau sur un projet IMOCA et peut-être justement une pige déjà sur la Transat Jacques Vabre à l'automne. Tu es peut-être déjà embarqué ou au moins sollicité. Non, je ne suis pas embarqué, je suis en train de parler à plusieurs personnes. Voilà, ouais, Oui, parce que c'est la période du mercato, Virginie. Et je oui, crois. on a des binômes qui sont annoncés, notamment Oui. Charlie Dalin qui vient d'annoncer son association avec Paul Meillat pour défendre son titre sur cette Transat Jacques Vabre qu'il avait remporté avec Yann Eliès en 2019. Alors c'est une très bonne nouvelle pour Paul qui, depuis sa victoire sur la route du Rhum, n'avait pas trouvé de projet. Toi qui connais bien Charlie Dalin, pour t'être beaucoup confronté à lui aussi en Figaro, qu'est-ce que tu penses de ce binôme justement de Paul Meillat, Charlie Dalin? Bon, ça va clairement être un binôme dangereux. Alors, j'ai pas les autres binômes en tête, donc ça va être dur Joss de Troussel comparer. notamment aussi. Ouais, bah voilà, mais c'est quand même des binômes de même calibre, je pense. C'est sûr que ça sera du très haut niveau. C'est pas vraiment étonnant que Charlie ait pris quelqu'un de ce niveau-là. La question, c'est où est parti Yann Eliès. Enfin bon, ça, on le saura bientôt. On le saura. C'est question. Si tu as des infos. On est preneur. On peut pas tout dire. Hein. Mais oui, non, ça va être hyper intéressant. Il va y avoir des super duos pour cette Transat Jacques Vabre. J'espère en faire partie, clairement. Ça fait partie de mes objectifs. Mon objectif, j'ai essayé de me structurer quand même, que mon objectif à long terme, ce soit d'avoir mon projet pour la suite et qu'il soit... voilà, pérenne, que ça dure, que j'ai un sponsor qui me suive pendant des années. C'est quand même ce que je souhaite. On imagine que tu cibles forcément sur un projet perso la route du Rhum, le Vendée Globe. Oui. Est-ce que ce serait par exemple sur un projet de rachat de bateau ou au contraire ça peut être sur n'importe quel projet, mais mon approche, elle est de déjà avoir lancé un projet. Donc c'est pas du tout sportivement, c'est forcément pas hyper ambitieux, mais moi j'aimerais bien faire partie de cette catégorie personnelle. Ouais, je pense qu'en plus. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui l'ont montré. On est capable de commencer avec des projets modestes et de les faire grossir une fois que les partenaires suivent, la machine est lancée. La machine est lancée. Voilà, c'est quand même des projets qui sont devenus lourds aujourd'hui. Il n'y a pas que le bateau à mettre en place. Il y a toute l'équipe qui va autour, potentiellement le hangar. Et voilà, et puis tout ce groupe de sponsors qu'il faut pour mener à bien ces projets. Donc, voilà, j'essaie de faire ça dans le bon ordre. Donc, je ne m'intéresse pas forcément au bateau en lui-même pour l'instant. Je m'intéresse surtout à trouver des partenaires pour la suite et à construire une belle entreprise en fait, pour les années qui viennent. Alors en attendant de voir ce que va te réserver la suite, on va revenir sur ton actualité de l'hiver quand même, en tout cas sur ce Vendée Globe. C'est un crève-cœur, on le sait pour toi, de rester à terre, mais tu as été quand même un observateur avisé et passionné de ce Vendée et tu l'as très bien fait partager. Avec l'œil du Vendée, on revoit ces images où tu étais avec tes routages, à expliquer à tous les internautes. Il a fait de l'audience. Voilà, tu as fait beaucoup d'audience. L'exercice a été très très apprécié parce que tu as su vulgariser, rendre accessible et compréhensible justement la façon dont on regardait, on analysait les routages et ce qu'on pouvait prévoir. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté comme expérience? On a senti quand même que c'était passionnant et que tu le faisais avec passion, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté de pouvoir suivre en fait déjà le Vendée Globe avec assiduité. Ça a été hyper intéressant. Je pense que si j'avais pas eu cet exercice-là à faire en plus d'une chronique dans la newsletter Tip & Shaft, j'aurais pas suivi autant. Donc là, je pense que j'ai beaucoup appris en fait en suivant ce Vendée Globe. Après, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. C'était quelque chose qu'on a essayé de commercialiser en réalité. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel je suis assez déçu des organisateurs de courses en général. C'est que on n'utilise pas les outils modernes et le côté pédagogique qu'on peut avoir pour expliquer notre sport. Et en désacraliser un petit peu aussi peut-être. Ouais aussi, voilà. Mais surtout, on est toujours dans le passé à dire ils ont fait ci, ils ont fait ça avec des termes souvent hyper compliqués que même moi, quand je lis un communiqué de presse, parfois je ne comprends pas. Alors qu'aujourd'hui, graphiquement, on a Windy qui nous représente le vent, on a Adrena qui nous fait les routages. Alors bien sûr, il faut l'opérateur derrière pour pouvoir faire tout ça correctement pour quand même pas raconter des bêtises tout le temps. Mais on a entre nos mains la possibilité d'expliquer la stratégie de nos courses à tout le monde. Et ça, c'est fort. Et c'est vrai que les retours étaient fantastiques. J'ai adoré le faire. Ça m'a énormément motivé tout au long du projet. J'ai regretté presque de ne pas avoir
assez les moyens de le faire bien parce que j'ai fait ça un peu en mode garage quand même. C'est quand même déjà pas mal. Mais En tout cas, ça a voilà. été apprécié malgré tout. Ouais, voilà. Je sais que, en tout cas, j'ai eu des contacts pour la suite, pour reproduire le format. J'espère que ça prendra parce que je pense que c'est un outil qui va apporter, enfin, qui peut apporter beaucoup à la voile si on arrive à bien l'utiliser. Ouais, c'était précieux pour les internautes, mais aussi pour les journalistes. Enfin, tout le monde, même les autres skippers, regardaient assidûment. Dans tous les sports, on prédit la stratégie. Hein. Un match de foot, il y a le briefing des journalistes sur je ne sais pas quelle émission avant où ils disent ils vont jouer avec telle méthode, tel truc. Et nous, on ne le fait pas. On parle relativement peu de ça et on ne montre pas les routes et tout ça. Donc ça en a dérangé quelques-uns, relativement peu. J'ai été surpris. Non, mais ce qui était bien, c'est que tu as rendu ça très accessible parce que c'est quand même parfois un peu hermétique pour des non-spécialistes. En tout cas, l'actu, elle a repris aussi après ce Vendée Globe, notamment dans une classe que tu connais bien, le Figaro. Après une solo maître coq remportée avec brio par Tom Laperche, le jeune Trinitain, eh bien, les Figaro ont enchaîné avec la Sardinia Cup en double, ça fait office de galop d'essai pour la Transat en double Concarneau-Saint-Barth en mai. Et ben, il y a 20 duos encore en lice dans cette deuxième étape de cette épreuve qui se joue, dont le dénouement se joue au moment où nous enregistrons, Virginie. Et oui, et au moment où on l'enregistre, c'est le tandem, toujours la Gravière Macaire qui mène la flotte et qui est bien parti pour l'emporter. Hein. Ils se sont emparés des commandes sur la fin d'un long bord vers l'embouchure de la Gironde. Dans leur sillage, Élodie Bonafou et Corentin Aurault, suivi du duo Martin Lepape et Yann Eliès. Les concurrents naviguent dans un froid glacial dans cette deuxième étape qui est longue de 775 000. Et Macaire, la Gravière sont quand même bien placés puisqu'ils s'étaient adjugés la toute première étape sur Team Snef. Et pour avoir toutes les infos et les réactions, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Télégramme et sur Planète Voile. Vous aurez le dénouement que nous n'avons hélas pas au moment où l'on parle. Johan, ton regard toi sur ce début de saison et les forces en présence, double vainqueur de la solitaire du Figaro, hein, c'est un circuit que tu connais bien, le Figaro. Oui, déjà je suis content de le voir toujours aussi actif. Hein, il a bien survécu à la crise. Oui, là on a un beau duo avec Xavier Macaire et Morgan Lagravière. C'est sûr qu'ils vont être dans les favoris de la prochaine Transat en double dans 3 semaines maintenant. Voilà, il y en a d'autres. Il y a quelques absents, mais il y a des belles performances. Hein. Moi, celui qui m'impressionne en ce moment là, c'est Crédit Mutuel Océane qui est revenu fort cette nuit. Élodie Bonafou que j'ai un peu côtoyé cet hiver au travers du pôle et tout ça. Elle en veut. C'est vraiment, elle en veut. Ouais, c'est vraiment des jeunes. Il y a des jeunes vraiment impressionnants. D'ailleurs, j'ai trouvé que le plateau était hyper jeune. Hein. On s'est tous fait mettre à la porte, j'ai l'impression. Et non, c'est hyper agréable à voir. Il reste quelques vieux tauliers. Il y en a quelques-uns quand même pour faire niveau étalon. Quoi. Ouais. Mais non, c'est top. Belle régate. C'est toujours aussi serré. Et je pense que ce bateau-là en transat va nous donner quelque chose d'assez intéressant. Alors, en cette année de mini-transat, c'est aussi la rentrée en Atlantique pour les ministes. Hein. Mais en raison de la situation sanitaire, cette rentrée, elle se fait en catimini. La mini Plastimo Lorient 650, organisée avec Lorient Grand Large, vient de s'élancer cet après-midi dans les cours Haute-Groix. C'est la première course française au calendrier, mais cette épreuve, elle a été organisée à huis clos avec des précautions absolument drastiques et un dispositif Covid-19 soumis aux autorités, Virginie. Oui, mais elle se joue malgré tout à guichet fermé, hein, puisqu'il y a 69 binômes d'inscrits, 12 en proto, 57 en série. Alors au programme de cette course, 290 000 au large de la Bretagne Sud. Et parmi les skippers engagés, quelques guest stars, à l'image de Seb Josse, qui fait une petite pige comme équipier, mais aussi Paul Meillat, Thibaut Bochel-Camus, Benjamin Dutreux, qui était la révélation du dernier Vendée Globe, Fred Dutil également de la partie. Alors Johan, Seb Josse, par exemple, revient à ses premiers amours, puisqu'il avait fait la mini en 1999. Il expliquait récemment dans une interview que tout était bon à prendre et qu'il n'avait pas envie de rester sur son canapé. Est-ce que toi, tu serais capable justement de retourner, je sais pas, faire du Figaro, du Classe 40 si la situation ne se débloque pas et si tu ne peux pas partir sur un projet IMOCA ou si cette Ocean Race ne se poursuit pas ou tu n'arrives pas à faire ce projet-là? Ah oui, complètement. Pour moi, il n'y a pas de sous-catégorie. Comme dit Seb Josse, moi, je ne veux pas rester sur mon canapé. Je suis là pour naviguer. Ça me plaît. Toutes les catégories sont bonnes et tout est bon à prendre.
J'ai même eu des propositions pour la solitaire cette année, mais en fait, voilà, avec les objectifs que je me suis mis, ça clashait un petit peu. Difficilement compatible. C'est une course qui demande beaucoup d'engagement aussi. Ouais, voilà, ça demande de la préparation. Voilà, c'est pas en se pointant comme ça au dernier moment que ça va fonctionner. Même si tu avais remplacé Charles Caudrelier presque au pied levé en 2019. Ouais, mais j'avais quand même fait toute l'avant-saison avec Massif, avec tous les entraînements au pôle et tout, donc je débarquais vraiment pas trop non plus. Alors que là, pour le coup, voilà, j'ai fait un entraînement avec Éric Perron cet hiver. J'étais bien rouillé quand même. Hein. Donc, il y a quelques milles à se mettre dans les pattes avant de pouvoir avoir un niveau de régate. Mais ça revient vite, c'est un petit peu comme le vélo. Et ouais, ça me plairait bien. Aller faire un petit tour de mini. Je suis allé faire un petit tour de classe 40 aussi avec Axel Tréhin. Toutes ces catégories-là sont vraiment top. Enfin, elles ont chacun leurs avantages. Et voilà, il y a du bon partout. Et on a naviguant à l'étranger en ce moment, je peux vous dire qu'on a une chance énorme d'avoir des plateaux comme ça, des régates, un sport qui est reconnu comme professionnel parce que ailleurs c'est trop compliqué. Quoi. Alors justement, pour terminer ce café, les images d'Actual 3 d'Yves Leblévec mis à l'eau ce mardi 13 avril à Lorient-la-Base. La nouvelle déco de l'ancien massif de François Gabard était très attendue et elle a fait son effet lors de ce moment festif et très ensoleillé. François Gabard, qui était d'ailleurs présent pour cette mise à l'eau, tout comme Franck Camas et Charles Caudrelier, co-skipper de Gitana 17, c'est dire qu'il y avait du palmarès sur le ponton. Et puis l'objectif pour Yves Leblévec, ce sera évidemment de naviguer un maximum pour prendre en main ce bateau et choisir son équipier pour la Transat Jacques Vabre qui aura lieu à l'automne prochain. On suivra évidemment avec attention l'annonce de ce fameux équipier. Merci Johan d'avoir été avec nous, c'était un bonheur de te recevoir. On te souhaite évidemment le meilleur pour la suite, à commencer par cette Ocean Race Europe qui aura lieu en mai. Merci d'être venu dans ce café. Gilbert, nous on se retrouve dans 2-3 semaines. Voilà, bye bye. Bye bye. Au revoir. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.